Bonjour à tous, je suis Mylène Ploquet, donc je suis ingénieur de recherche dans l'équipe DataMove INRIA. Et aujourd'hui, je donne un séminaire autour de Nix. J'enregistre cette vidéo car certains collègues ne pourront pas y assister et que j'aimerais garder une trace autour de ça. Car le but de cette présentation est de faire une introduction à Nix et que vous puissiez savoir si c'est quelque chose qui est intéressant pour vous ou non. Alors, pourquoi est-ce que je parle de Nix aujourd'hui? Autrement dit, à quoi sert Nix? Et si je devais résumer ça en une seule phrase, je dirais que Nix, c'est un outil pour contrôler votre environnement logiciel. Par environnement logiciel, ce que j'entends ici, c'est un ensemble de différents logiciels. Donc les logiciels eux-mêmes peuvent être des programmes, des bibliothèques, des scripts ou tout un tas d'autres formes. Et en associant à chacun de ces logiciels un numéro de version, donc on peut penser à des versions officielles, donc les versions release du logiciel par les développeurs, mais on peut aussi penser à une granularité plus fine, typiquement si vous avez un gestionnaire de version comme Git pour gérer votre code, vous avez une version par commit, et en plus de ça, vous pouvez aussi rajouter vous-même des patchs par-dessus ces versions pour ajouter des choses ou corriger des bugs. Ce contrôle d'environnement logiciel est doublement utile pour nous dans l'équipe, car on travaille nous-mêmes sur des logiciels, on va en développer, en tester, en distribuer à d'autres utilisateurs. Et aussi quand on s'intéresse à des problématiques autour de la recherche reproductible. Donc tout d'abord, dans tout ce qui est autour du travail sur le logiciel, dès que vous avez besoin de construire un logiciel, vous avez besoin de gérer tout un tas de choses autour de ça, typiquement toute la chaîne de construction du logiciel, donc le compilateur et tous les outils qui vont autour. On travaille aussi sur des logiciels assez complexes, des logiciels distribués, donc on ne va pas pouvoir les tester de manière complètement isolée. Enfin, on peut le faire, mais on va aussi faire des tests plus complexes dans lesquels on a besoin de faire interagir différents logiciels ensemble. Et toutes ces choses-là demandent de contrôler des environnements. C'est aussi la même chose quand on veut distribuer notre logiciel, donc on peut distribuer le logiciel lui-même, mais aussi distribuer des ensembles de logiciels qui vont bien ensemble en étant sûr que les versions correspondent, pour que ce soit plus pratique pour les utilisateurs finaux de ce qu'on produit. Donc Nix est quelque chose qui va nous aider à faire tout ça, mais même si on est juste un utilisateur du logiciel, c'est aussi quelque chose de pratique car contrôler l'environnement logiciel veut aussi dire gérer toutes les dépendances de ce qu'on utilise. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite quand on veut se servir de quelque chose. Typiquement, si vous arrivez dans un projet où des gens ont déjà fait des environnements pour travailler dessus, vous allez en une seule commande pouvoir vous mettre dans un environnement de travail où vous avez toutes les dépendances accessibles. Donc c'est quelque chose d'assez pratique quand on arrive dans un nouveau projet. Et Nix permet aussi de partager le même environnement entre tous les développeurs et les machines de test. Ça vous permet d'éviter tout un tas de soucis de configuration vous allez peut-être voir certains bugs d'interaction entre les différentes versions de tous les logiciels, mais c'est pas quelque chose qui va vraiment impacter votre code à vous. Donc ça vous permet d'éviter de vous perdre dans ce genre de bugs et de vous focaliser sur l'essentiel. Typiquement, avec ce genre de techno, si vous vous rendez compte qu'il y a un problème sur une seule machine et pas sur les autres, vous êtes sûr que ce n'est pas un problème de configuration, ce sera un souci lié au matériel de la machine ou au système d'exploitation. Donc ensuite, côté recherche reproductible, l'intérêt en tant qu'équipe de recherche, c'est de produire des nouvelles connaissances et d'être sûr d'avoir un degré de sûreté sur la validité des connaissances qu'on apporte. Et pour ça, il y a tout un tas de problématiques autour de ce qu'on appelle la recherche reproductible. On va vouloir faire en sorte que nos expériences soient reproductibles par d'autres personnes ou par nous-mêmes aussi. Et on veut être sûr comme ça que les résultats sont concordants pour améliorer la fiabilité de ce qu'on pense savoir sur un sujet en particulier. Et dans ce contexte-là, il y a une sous-partie plus facile où on va se demander si est-ce qu'on peut répéter une expérience qui a déjà été faite. Donc typiquement, quelqu'un a fait un article sur un sujet et on voudrait relancer la même expérience exactement de la même manière et s'assurer qu'on a des résultats similaires. Et pour ça, une grande partie du travail là-dessus est déjà de contrôler exactement l'environnement logiciel utilisé et de pouvoir se remettre dedans pour lancer des calculs. Et ça, c'est exactement ce que fait Nix. Donc, évidemment, ça ne va pas résoudre le problème de la recherche reproductible et même le problème de répétition d'expérience. Vous avez des soucis d'accès à des machines et du matériel, et ça, ce ne sera pas géré par Nix, mais ça gère déjà une partie du problème. Sachant qu'en plus de ça, une fois que vous avez défini un environnement dans Nix, il est très facile d'introduire des variations dessus, donc changer des versions, de remplacer une dépendance par une autre ou en ajouter une nouvelle. Et c'est tout un tas de choses qui, si vous
qui vous permettent d'être sûr que votre résultat n'est pas trop dépendant de vos versions. Donc ça vous permet de gagner en fiabilité sur vos résultats. Alors je parle de Nix depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est Nix? Et en fait, il y a plusieurs choses qui s'appellent Nix. Mais en général, quand on parle de Nix, on parle du gestionnaire de paquets Nix, qui est un gestionnaire de paquets un peu comme les autres, qui permet d'installer et de télécharger des paquets. J'entends parler de gestionnaire de paquets de distribution Linux, comme APT sous Debian ou Pacman sous Arch Linux. Donc vous pouvez avec ça télécharger et installer des paquets. Mais une fonctionnalité très importante pour Nix, pour moi, c'est cette capacité de définir des environnements et de pouvoir vous placer à l'intérieur de ceux-ci. Donc, si vous avez déjà travaillé avec Python et VirtualEnv, c'est le même principe mais en plus puissant. Donc VirtualEnv, vous allez pouvoir créer un nouvel environnement, installer des paquets dedans et vous servir de vos paquets. Et quand vous quittez l'environnement, vous n'avez plus accès aux paquets que vous avez installés. Donc ça permet d'avoir des environnements isolés, qui vous permet de mieux définir quelles sont les dépendances à chacune des étapes de votre travail sur des logiciels. D'autres personnes aussi se servent de technologies de conteneurs comme Docker pour faire la même chose. Là, c'est la même chose, mais en plus léger. Donc, le gestionnaire de paquets Nix a plusieurs propriétés intéressantes. Donc, la première, c'est qu'il est transactionnel. Donc, quand vous voulez installer un nouveau paquet ou en enlever un, vous pouvez très bien revenir à une version précédente de ce que vous avez fait. Donc, vous ne pouvez pas casser votre système avec des commandes comme ça. Et c'est aussi quelque chose d'assez intéressant car il est utilisable par beaucoup de gens. Typiquement, n'importe quelle distribution Linux, vous pouvez installer Nix dessus. Donc on verra plus tard, mais la gestion des paquets faits par Nix est faite de manière isolée de celle du système. Donc il n'y aura pas de problème de conflit à ce niveau-là. Ça pourrait faire la même chose aussi sous Mac. Et je n'ai pas testé personnellement sous Windows, mais ça devrait aussi être possible avec le sous-système Linux de Windows. Donc, contrairement à beaucoup d'autres gestionnaires de paquets, le gestionnaire de paquets Nix va prendre une approche déclarative de la création de paquets et d'environnement. Donc le principe, c'est que vous allez vous servir d'un langage de programmation pour définir donc, vos différents paquets et la manière de les mettre ensemble et comment les configurer pour définir des environnements. Donc ça se fait dans un langage de programmation qui s'appelle aussi Nix. Donc, je vais montrer quelques exemples à la fin de la présentation sur le langage. Et en gros, c'est un langage fonctionnel pur qui n'est pas fait pour faire de la programmation, on va dire, générique. C'est pas fait pour faire une fonction classique, mais c'est fait plutôt pour définir des paquets et des environnements. Et donc, ça nous va bien, vu que c'est ça qu'on veut faire avec Nix. Le gestionnaire de paquets Nix va vous permettre de gérer donc, des logiciels, des environnements, mais il va être limité à ce qu'on appelle l'espace utilisateur. Donc, tout ce qui est dans le kernel ou dans les drivers, ce ne sera pas configurable par Nix lui-même. Ce qui peut être un souci pour nous, car on a des fois envie de faire des évaluations de performance sur des choses, et cette performance va dépendre de la configuration du kernel. Typiquement, on peut penser à comment est-ce qu'on a configuré TCP, ou quel module du kernel on a chargé ou non, et tout un tas de choses comme ça. Donc ça, c'est pas faisable par Nix, mais par contre c'est faisable par NixOS, qui est une distribution Linux basée sur Nix. Le principe est un peu le même que le gestionnaire de paquets. Vous allez avoir une approche déclarative où vous allez devoir configurer comment votre système doit marcher. Typiquement, quel service vous voulez activer, comment est-ce que vous allez configurer chacun des services. Et grâce à cette expression qui va définir votre système, vous pourrez vous en servir pour déployer la configuration sur une machine physique donnée ou une machine virtuelle donnée. Donc c'est assez pratique pour avoir le même environnement sur plusieurs machines, si vous travaillez sur plusieurs machines au quotidien. Vous pouvez évidemment introduire des variations, vu que c'est un langage fonctionnel, vous changez certaines entrées, vous n'aurez pas la même sortie. Et en plus de ça, si jamais vous avez des pertes de données sur votre disque et que vous voulez remplacer par un nouveau disque, mais que vous avez sauvegardé l'expression Nix qui permet de générer votre système, vous pourrez redéployer votre système en quelques minutes. Donc c'est quelque chose de très pratique une fois qu'on a mis ça en place. Une autre propriété assez sympa de NixOS, c'est que c'est un système transactionnel comme Nix. Ce qui veut dire en pratique que si vous lancez des commandes Nix et que ça ne fait pas ce que vous voulez, vous pouvez revenir à n'importe quelle des versions précédentes. Alors, dans l'équipe, on se sert de Nix depuis quelques années, je dirais depuis 3-4 ans. Mais Nix, c'est en fait beaucoup plus vieux que ça, on n'en avait pas entendu parler, mais ça a commencé autour d'une thèse en 2003. Et depuis, ça a pas mal bougé. Donc Nix aujourd'hui, donc le gestionnaire de paquets lui-même, il contient environ 30 000 lignes de code en C++ et une dizaine de milliers de commits.
Et NixPKGS, donc l'ensemble de paquets utilisés par NixOS, est beaucoup plus gros. Il contient bientôt 300 000 commits et plus de 50 000 paquets, donc ce qui en fait une des distributions Linux qui a le plus de paquets actuellement. Et j'ai affiché ici un petit schéma, enfin une petite figure pour l'évolution du nombre de commits au cours du temps pour NixPKGS. On se rend compte que le projet gonfle de plus en plus, il grossit de plus en plus. Et je pense que ça va continuer dans ce sens-là, car une fois qu'on connaît le langage Nix, c'est vraiment très rapide de créer un nouveau paquet. Et la manière de travailler dans NixPKGS est aussi très pratique et assez en phase avec ce que font les développeurs au quotidien. Donc c'est un dépôt sur GitHub. Vous pouvez. J'ai mis à jour SimGrid par exemple dans NixPKGS il y a quelques semaines. J'ai fait un fork, j'ai changé 2-3 variables pour changer les numéros de version et ce genre de choses. Et avec une pull request, j'ai pu demander à mettre à jour le paquet. Et donc il faut attendre que ce soit validé par d'autres membres de la communauté et par un administrateur de NixOS. Mais c'est quelque chose de vraiment très simple à faire comparé à d'autres distributions Linux. Donc je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Donc, la suite de la présentation sera structurée de la manière suivante. Donc tout d'abord, je parlais des concepts de Nix, donc j'expliquais comment Nix marche et quels sont les choix de design différents par rapport au gestionnaire de version classique. Donc, ensuite, je prends une approche beaucoup plus concrète. Je vais montrer à quoi ressemblent des expressions Nix et comment est-ce qu'on interagit avec Nix chez la ligne de commande. Enfin, je vais faire une petite analyse critique de Nix et de son utilisation pour nous et conclure la présentation. Un premier angle d'attaque pour analyser les gestionnaires de paquets, c'est de voir comment est-ce qu'ils vont stocker les paquets sur le disque. Donc ce sera stocké sur votre système de fichiers. Et quand on regarde, d'abord on va s'intéresser ici aux gestionnaires de paquets que je dis traditionnels, donc pensez à ceux sous Debian ou Arch Linux. Donc, ils vont stocker les paquets ensemble en les mélangeant dans des dossiers communs. Donc un paquet c'est un ensemble de fichiers, et en plus de ça, donc, ils vont les mélanger ensemble. Donc cette architecture elle est très simple. Par contre elle a un problème majeur, c'est qu'elle repose sur le système de fichiers pour faire ça, et en général le système de fichiers, vous ne pouvez pas avoir deux fichiers avec exactement le même nom au même endroit. Donc ce principe-là fait en sorte que vous ne puissiez pas avoir deux variations du même paquet de manière assez simple. En pratique, sur la plupart des distributions Linux, vous pouvez quand même le faire, mais ça va être fait à la main par les développeurs de la distribution. Typiquement, Python 2 et Python 3 coexistent sur la plupart des distributions. Par contre, voilà, ce procédé-là n'est pas pratique pour faire des variations. Et donc au final, si vous avez besoin d'avoir une variation particulière d'un programme, par exemple juste rajouter un petit patch parce qu'il manquait telle fonctionnalité sur ce que vous voulez faire, ou vous voulez vraiment choisir le commit de telle bibliothèque, vous ne pourrez pas faire ça avec votre gestionnaire de paquets. Donc du coup, sauf qu'en pratique, on a souvent besoin de le faire tout ça, et donc au final, on se retrouve avec une copie locale des paquets gérés sur notre file system, et ça va bien quand on n'a que quelques paquets ou quand les dépendances sont simples, mais on va vite tomber dans ce qu'on appelle le dependency hell, où on va être perdu dans tout ce fatras de liens entre dépendances et de liens de compatibilité entre les versions des différents paquets. Donc, on peut aussi regarder comment est géré l'environnement dans cette architecture-là. Et en gros, le principe, c'est qu'on a un seul environnement, qui est l'environnement par défaut, et on n'aura que celui-ci, donc ce sera quelque chose d'assez restreint. Donc comment marche en gros la gestion d'environnement sous Linux en 2 minutes? Ça repose sur ce qu'on appelle des variables d'environnement, qui vont définir différentes choses, et en fonction de ces variables d'environnement, le comportement de ce que vous tapez ne sera pas le même. Donc, prenons encore plus précis, si vous lancez un programme, vous zappez dans votre shell le nom du programme en question, et ce que va faire votre shell, c'est qu'il va parcourir une variable d'environnement qui s'appelle path, et il va regarder qui contient une liste de répertoires, et dans chacun des répertoires, est-ce que le programme que vous avez tapé existe? Et il va prendre le premier qui correspond et le lancer. Bon, il y a la même chose pour trouver des bibliothèques, donc c'est pas la même variable d'environnement, elle s'appelle library path, le même principe est le même. Et donc là, ce que vont faire ces distributions-là, c'est mettre les paquets dans les environnements par défaut, ou s'ils décident d'en choisir d'autres, on peut configurer le système pour qu'il aille les chercher ailleurs tout seul par défaut.
Une autre propriété donc, de ce système-là, c'est que les fichiers de votre file system eux-mêmes ne contiennent pas des dépendances précises sur ce vers quoi ils pointent. Typiquement, si on imagine que le programme du schéma utilise la bibliothèque mylib, il va dire qu'il en a besoin, mais il ne va pas dire quelle version il a besoin, ni quel fichier exactement il a besoin. C'est pas trop gênant ici parce qu'on ne peut pas avoir deux variations du même paquet, mais on se rend compte qu'avec un système comme ça, on ne pourra pas avoir vraiment des variations et des liens puissants entre les paquets. Donc c'est pour ça que Nix a choisi de prendre une autre architecture pour stocker ses paquets. Donc on voit sur ce schéma, il y a deux paquets. Un paquet qui est la lib standard C faite par GNU et un paquet qu'on a fait nous-mêmes. Et on voit donc que les paquets sont séparés les uns des autres, mais qu'il peut y avoir des liens entre les différents paquets. Ici, le programme qu'on a fait se sert d'une bibliothèque qui est dans le même paquet, mais il se sert aussi d'une bibliothèque qui est dans un autre paquet. Et donc, comment c'est fait ça en pratique? Donc, on voit qu'il y a des liens entre les paquets, et ça peut être soit des liens au niveau du file system, donc des liens symboliques, ce genre de choses, mais ça peut aussi être des liens à l'intérieur même des fichiers. Donc là, MyProgram, si on imagine que c'est un programme exécutable binaire, donc il est écrit dans le format ELF, qui permet de définir euh, où est-ce que je dois charger les bibliothèques. On n'est pas obligé de se servir des choses par défaut du système, on peut faire des choses plus précises dans ce format-là, et Nix se sert de toute la puissance des fichiers ELF. Nix va prendre une approche différente pour les langages qu'on dit interprétés. Donc c'est des langages qui sont pas... Votre code ne va pas être un programme compilé pour la machine, mais un programme qui va être lu par un interpréteur qui va lui-même exécuter votre code. Et donc là, le principe, ça va être de créer des scripts qui vont mettre en place les variables d'environnement pour qu'elles aient les valeurs qu'on veut, afin de définir précisément le comportement du programme. Et en particulier, pouvoir choisir à quel paquet il a accès. Donc si on prend un exemple sur Python, on a une variable d'environnement qui s'appelle PythonPass qui définit exactement où charger les modules Python. Donc Nix va pouvoir, grâce à ça, avoir tout un tas de paquets Python qui existent dans le store et définir pour chacun des environnements que vous voulez un script qui va mettre en place le PythonPass avec exactement les paquets que vous voulez. Donc quand on regarde le nom des paquets ici, on se rend compte qu'avant d'avoir le mot glibc par exemple, il y a une chaîne barbare. Et cette chaîne-là, en fait, c'est un hash des entrées du paquet. Donc, le paquet, donc ce que j'appelle ses entrées, c'est le code source du paquet, donc qui a permis de générer le paquet, mais aussi le script qui permet de générer le paquet. Et en plus de ça, ce script-là contient les dépendances, toutes les dépendances du paquet. Donc, c'est assez pratique que ce soit calculé uniquement à partir des entrées, et pas du tout du résultat du paquet. Ça vous permet de mettre en place un système de cache. Donc, dès que vous allez vouloir évaluer une expression Nix, il va pouvoir déterminer si vous l'avez déjà ou pas, donc, et ne pas recompiler tout le temps la même chose. Et c'est aussi le même mécanisme qui est utilisé pour se servir des caches binaires distants de Nix. Donc, vous pouvez compiler tout en local si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous allez pouvoir télécharger les paquets depuis un serveur existant. Une autre manière de voir les différences entre Nix et des gestionnaires de paquets traditionnels, c'est de regarder comment vont être construits les paquets et mis à disposition des utilisateurs. Donc on peut d'abord s'intéresser juste à la partie haute de cette figure, qui concerne que les gestionnaires de paquets traditionnels. Donc on va avoir du code source de paquets qui va être stocké quelque part sur Internet, typiquement sur des serveurs de gestion de version comme Git. Et la distribution Linux va créer des scripts qui vont télécharger ces données, les compiler d'une certaine manière, pour en faire des paquets. Ces paquets vont être mis dans des serveurs de stockage, donc des miroirs, sur lesquels les utilisateurs vont se connecter pour télécharger les paquets. Donc cette architecture, elle est simple et elle marche plutôt bien, mais on a eu pas mal de soucis de reproductibilité avec ça. Déjà parce que les scripts eux-mêmes de construction ne sont pas tout le temps accessibles au public, mais en plus de ça, car ces scripts peuvent donner des paquets différents en fonction de la machine qui les construit, ou des fois juste le script lui-même n'est pas déterministe. Et on se rend compte qu'en prenant une approche différente de la création de paquets, donc par exemple celle faite par Nix, tout ce problème de non-reproductibilité à ce niveau-là va disparaître. Si on s'intéresse maintenant à la partie basse de la figure, donc qui concerne Nix, on se rend compte que on a quand même les mêmes choses qu'en haut pour créer le paquet. On a toujours besoin des sources du paquet, donc qui sont stockées quelque part sur Internet, et d'un script qui permet de construire le paquet. Mais par contre, ces deux choses vont être liées ensemble grâce à une expression Nix, qui est un bout de code écrit en langage Nix.
Donc le script lui-même ne va pas être écrit à la main par l'utilisateur, mais ce sera plutôt une composition de script faite par Nix lui-même à partir du code Nix qu'a fait l'utilisateur. Bon, ce sera un peu plus clair quand je montrerai des exemples de paquets Nix plus tard. Donc, une fois qu'on a une expression Nix, on va pouvoir l'interpréter, l'évaluer localement, et ça va nous générer un paquet en sortie. Donc ce paquet sera stocké dans le store Nix. Donc, on peut faire ça en local, mais on peut aussi faire ça sur des machines dédiées de l'infrastructure d'une distribution Linux. Et ils pourront comme ça générer les mêmes paquets que ce qu'on aurait géré localement. C'est ce mécanisme-là qui permet de faire des caches de paquets distants en X, où le paquet généré sera exactement le même que celui que j'aurais fait localement, ce qui a des avantages, par exemple en termes de sécurité, quand on peut regarder que l'expression X fait bien ce qu'on attend, et on a des garanties que la sortie sera la même que ce que j'aurais fait en construisant moi-même le paquet. Alors, juste avant de montrer à quoi ressemble un paquet Nix, je vais expliquer les deux grands concepts qui permettent de comprendre comment ça marche en arrière-plan. Donc la première idée de Nix, c'est de faire en sorte de vous aider à faire des paquets reproductibles. Et pour ça, l'approche qui a été prise, c'est de vous empêcher de faire facilement des paquets comme vous avez l'habitude de le faire, en appelant vous-même les commandes dans un terminal interactif, mais plutôt de prendre une approche descriptive. Vous allez décrire quelles sont les différentes choses que vous voulez faire pour construire votre paquet. Et en plus de ça, vous serez placé dans un environnement très restreint pendant la construction du paquet. Vous serez en prison et vous ne pourriez pas avoir vos variables d'environnement habituelles, vous ne pourrez pas accéder au réseau, vous ne pourrez pas communiquer avec d'autres processus et vous ne pourrez pas accéder à votre système de fichiers. Donc la limitation, elle n'est pas totale, dans le sens où c'est interdit de faire toute cette opération-là à l'intérieur de la construction du paquet, mais vous pouvez quand même le faire en entrée du paquet. Typiquement, votre code source, il est sur Internet, donc il va falloir le récupérer, mais ça, c'est une entrée du paquet, c'est pas dans le phase de construction du paquet. Et c'est la même chose pour accéder à des fichiers. Si vous avez besoin d'un certain fichier pour la construction de votre paquet, ça va devenir une entrée de votre paquet. Donc, la deuxième chose à comprendre lorsqu'on voit comment marche la construction de paquets de Nix, c'est que vous allez, en langage Nix, construire une manière de faire le paquet, ce qu'on appelle une dérivation. Et cette dérivation, c'est en fait une suite de différentes phases. Donc il existe différentes phases par défaut, vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser. Mais ces phases sont essentiellement donc, la première phase, la phase de unpack, qui va prendre vos données de source en entrée et les transformer en un répertoire de fichiers exploitables. Ensuite, vous avez une phase sur laquelle vous allez pouvoir modifier les sources. Typiquement, si vous voulez rajouter une nouvelle fonctionnalité dans le code ou corriger un bug, vous pouvez le faire à cet endroit-là. Ensuite, ça va être des phases assez traditionnelles quand vous compilez des paquets. Donc, typiquement, vous allez devoir configurer la manière de construire le paquet. Donc, en fonction de mes dépendances et de mon environnement, comment le paquet doit être construit. Ensuite, vous allez devoir vraiment compiler le paquet, donc générer des sorties. Vous pourrez tester que tout s'est bien passé, donc appeler votre code et vérifier que tous les tests marchent, etc. Puis installer le paquet, c'est-à-dire, parmi les choses que j'ai générées, choisir lesquelles je vais installer, donc lesquelles je vais prendre et copier à certains endroits. Lorsqu'on construit un paquet, on va rarement manipuler ces phases à la main. On va plutôt passer par des fonctions Nix qui vont dépendre du langage qu'on utilise, qui vont elles-mêmes générer des valeurs par défaut à toutes ces phases. Mais par contre, il faudra bien voir que quel que soit le langage qu'on utilise, on pourra toujours redéfinir les phases si on en a besoin, si on veut faire quelque chose de spécifique à notre projet. Ok, donc pour que tout ça soit plus concret, on va commencer à regarder à quoi ressemble du code Nix. Donc ce qu'on a devant les yeux, c'est un fichier Nix qui s'appelle interval7.nix et qui va nous définir un paquet qui s'appelle interval7. Donc interval7, c'est une bibliothèque en C++ qui permet de manipuler des ensembles d'intervalles. Donc, ce code Nix, on voit qu'il est composé de plusieurs parties. La première ligne va définir une fonction. La syntaxe, c'est à gauche du 2 points, c'est les entrées de la fonction, et à droite, c'est le code de la fonction elle-même. Donc là, on a une fonction qui prend en entrée un ensemble de choses, et qui renvoie une dérivation. Donc une dérivation, c'est quelque chose qui permet de construire un paquet. Donc si on analyse les entrées de cette fonction, on voit qu'on a d'abord stdenv et fetchget, qui sont des objets Nix. Donc stdenv, c'est l'environnement de construction par défaut des paquets, on va dire en C, C++.
Ça va contenir un compilateur C++, ça va contenir make, ça va contenir bash, ce genre de choses. Et fetchGit, c'est une fonction Nix qui permet de télécharger des données depuis un dépôt Git. Donc les trois entrées d'après, c'est donc maison, ninja et pkgconfig, vont être liées à la manière de compiler le interval set. Donc maison, c'est ce qu'on appelle un système de build. C'est lui qui est chargé de, à partir d'une définition, comment compiler le projet. Il va générer un fichier pour Ninja, qui lui va être chargé vraiment d'appeler le compilateur de manière efficace, et avec le bon ordre de dépendance pour compiler tout le projet. Et pkgconfig est utilisé par maison pour trouver où sont les dépendances utiles du code, donc, qui sont celles juste après, boost et gtest, utilisées par le code pour faire différentes choses. Donc maintenant, on va pouvoir regarder à quoi ressemble donc cette dérivation que l'on crée. Donc, on appelle std-env.mkDérivation, qui est une fonction, et on lui donne en paramètre un ensemble. Donc, quand on crée des accolades, ça crée un ensemble Nix. Et on va définir différentes valeurs dans cet ensemble. Donc, ce qu'on appelle des attributs. Donc, par exemple, ligne 4, on crée un attribut qui s'appelle pname, et on le met en valeur interval7. Donc, c'est le nom abstrait du paquet. Et on lui donne aussi une version, ligne 5, et on met version 1.2.0. Donc ces deux attributs vont être utilisés par Nix pour générer le nom du paquet. Il va concaténer pname et version pour ça. Entre la ligne 6 et 10, on va définir donc les sources du paquet, donc src, en appelant la fonction fetchGit dont je parlais tout à l'heure. On va donner à fetchGit des paramètres, donc qui sont sur quelle URL Git il va falloir récupérer les informations, et aussi sur quel commit Git, donc quel numéro de version Git, on va dire, les informations doivent être récupérées. Et ici, donc c'est ce qu'on appelle un tag Git qui s'appelle v1.2.0. Et on se rend compte à cet endroit-là que ligne 8, on n'est pas obligé de réécrire exactement le tag, on peut se resservir d'une autre variable. Donc ça sera très pratique lorsqu'on va vouloir faire évoluer le paquet, on aura juste à changer les numéros de version, et ça va automatiquement changer quel commit Git il doit récupérer. Donc ensuite, on se rend compte que ligne 9, on a besoin d'une information en plus que lorsqu'on récupère des informations depuis un dépôt Git, qui est en fait un hash du contenu du dépôt à la version en particulier. Donc ça, c'est utilisé pour des raisons de vérification d'intégrité des données et aussi pour des raisons de sécurité, pour être sûr que les données qu'on télécharge sont bien celles qu'on attend. Donc la dernière chose qu'on a besoin pour construire ce paquet, c'est de définir quelles sont les entrées du paquet, donc ces inputs. Et ça se fait ligne 11, où on va définir qu'on a en entrée maison, ninja, pkgconfig, boost et gtest. Donc en fait, toutes les entrées de la fonction, sauf les objets un peu Nix. Et en fait, c'est bon, on a fini, on a construit comme ça un paquet Nix de interval 7. Ce qui est assez surprenant, c'est que là, quand on regarde le code, on n'a rien qui définit comment le paquet doit être défini. C'est parce qu'en fait, vu qu'on a maison en build input, Nix va pouvoir générer toutes les phases par défaut de maison. Et dans le cas d'interval 7, on ne fait rien d'extraordinaire. Donc toutes ces phases par défaut vont marcher, donc je les ai affichées ici en commentaire. Bon, si jamais ça ne marchait pas dans votre cas, vous pourriez redéfinir la phase dont vous avez besoin pour faire le comportement que vous voulez. Ok, donc là on a défini une fonction Nix qui permet de faire une dérivation du paquet interval 7. Maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut appeler cette fonction pour faire le paquet interval 7. Donc c'est ce qu'on peut faire dans un autre fichier Nix. Ici, donc, c'est un fichier qui va définir un ensemble de paquets. Donc, packages, ligne 1, packages égale un ensemble. Donc, on va définir tout un ensemble de paquets. Et ligne 2, on va pouvoir définir le paquet interval 7, qui est fait en appelant la fonction Nix callPackage sur le fichier qu'on vient de voir. Donc, ça va appeler cette fonction et faire un paquet à partir de ça. On voit à la fin, il y a des accolades à la fin de la ligne 2. Il y a deux accolades, là elles sont vides, mais elles permettent de choisir quelles sont les entrées du paquet. Par défaut, Nix va automatiquement remplacer les noms si les noms similaires existent dans le scope actuel. Typiquement, on avait besoin de maison et de boost. On voit que ligne 10 et 14, on a boost et maison qui sont définis, donc il va se servir de cela. Mais si on veut, on peut choisir d'autres entrées à la place. Donc une chose qui est pratique, c'est qu'une fois qu'on a déjà défini ce paquet interval 7, en ligne 2, on peut vouloir faire une variation de ce paquet-là.
C'est ce qui est fait entre la ligne 3 et 6, où on va prendre le paquet intervalle 7 et changer certaines de ses entrées avec quelque chose qui s'appelle override. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on est parti voir quelles étaient les versions des différentes dépendances sur une autre distribution Linux, parce qu'on voudrait s'assurer que le paquet marche bien aussi sous un autre système. Donc on est parti voir les versions, donc Boost c'était la version 1.67 et Maison la version 0.49. Et on a juste à refaire un paquet en mettant ces entrées-là dans Nix, on pourra refaire la même chose sans avoir besoin d'installer Debian dans une VM ou sur un vrai système. Donc là par contre j'ai mis des 3 petits points dans ce fichier, c'est pas du code valide Nix, en vrai il va falloir définir comment faire Boost 1.76 et Maison 0.58 par exemple. Et ça se fait grâce à une autre variation, un autre type de variation qui ne va pas faire une variation sur les entrées du paquet, mais sur la manière dont le paquet doit être fait, qui s'appelle Override Attributes, Override ATTRS, qui est présenté ici. Donc c'est pas présenté sur Maison ou Boost, c'est présenté sur intervalle 7 lui-même. Donc là on est dans un autre fichier Nix qui est très proche de celui précédent. Donc on a encore, ligne 2, on a défini intervalle 7 de la même manière que tout à l'heure. Par contre, entre les lignes 3 et 10, on va définir une autre version d'intervalle 7, où au lieu de prendre la version 1.2.0, on se sert de la version précédente, qui est la version 1.1.0. Donc pour ça, ligne 3, on se sert d'override attributes, qui va nous permettre de définir des nouveaux attributs pour la dérivation qui correspond à intervalle 7. Hold, qui n'est pas utilisé ici, correspond en fait à tous les anciens attributs du paquet. Donc si jamais on veut s'en servir pour reprendre les dépendances existantes et en rajouter une par exemple, on pourra se servir de hold pour ça. Donc ici ce qu'on fait, c'est qu'on va juste redéfinir le nom de la version et changer les sources du paquet. On se sert de la même URL, mais par contre on va changer la version. Et on va changer le hash, car le contenu du paquet ne sera pas le même. Donc c'est grâce à ce genre de choses qu'on va pouvoir faire des variations de version du même paquet. On pourrait aussi changer la manière dont le paquet est compilé à cet endroit-là, mais ici on n'en a pas besoin. J'ai mis un autre exemple d'override attributes juste en dessous. Donc entre les lignes 11 et 15, je définis un autre paquet, une autre variation d'intervalle 7, qui va, au lieu de se baser sur un dépôt distant pour récupérer le code source, va juste prendre une version locale des sources. Donc dans mon home, j'ai un dossier project qui contient le dépôt intervalle 7, et je peux comme ça dire à Nix, au lieu d'aller chercher tes sources sur internet, prends-les en local. Donc c'est quelque chose de très pratique au quotidien quand on modifie un projet, on a juste à changer le code source sur notre propre machine. Et ici, j'ai en plus de ça changé un peu la manière de construire le paquet. Je lui ai dit de changer le type de build de maison en mode debug. Donc ça veut dire qu'il va générer des informations en plus pour faire la jonction entre les instructions du programme et son code source. Donc c'est quelque chose dont on a besoin dès qu'on travaille avec un debugger pour se repérer dans le programme. Ok, donc là on a vu comment définir des paquets, comment faire des variations sur ces paquets-là. Et maintenant on va regarder comment faire des environnements. Donc un environnement en X, c'est pas grand-chose de plus qu'un ensemble de paquets. On peut associer une configuration à ces paquets-là. Et donc c'est ce que va montrer ce code-là. Donc là on a encore un autre fichier Nix qui a une structure un peu plus complexe que celle d'avant. Donc c'est encore une fois, on va définir un ensemble de paquets. Donc entre la ligne 4 et 19, on fait un ensemble et on va définir différents paquets à l'intérieur de ça. Mais en plus de ça, cette expression est elle-même aussi une fonction qui va prendre en entrée un dépôt de paquets. Donc en général, on va prendre des paquets depuis Nix Packages, donc les paquets de NixOS, mais on peut aussi en prendre d'autres. C'est un système distribué pour la gestion des expressions Nix, donc on peut les stocker où on veut. Là, on va servir de Kpack, qui est un projet qu'on a fait dans l'équipe qui permet de stocker les différents paquets utilisés par l'équipe sur lesquels on travaille. Donc, typiquement, je travaille sur Batsim et tout un tas de choses autour. Olivier travaille sur OAR, il y a aussi des paquets pour Melissa, voilà, tout ce genre de choses-là. Donc voilà, donc ce code import, il va récupérer toutes les définitions des expressions Nix sur le dépôt Kpack, et on va pouvoir s'en servir pour utiliser les paquets Nix définis là-bas sans devoir les redéfinir. Mais si on veut, on pourra en faire une version spécialisée. C'est ce qui fait par exemple à la ligne 16 et 17, où on va récupérer le batsim défini par
par Capac et on va pouvoir changer sa version, donc, avec le même code qu'on a vu de slide avant. Ok, donc dans ce code-là, la manière dont on va définir un environnement est faite entre les lignes 6 et 10. On va d'abord, ligne 6, on va créer XP Packages qui est une liste de paquets. Donc ça va contenir BATSIM, donc un simulateur, ça va contenir BATSCAD, un ensemble d'algorithmes de scheduling, et des outils pour lancer l'expérience, qui s'appellent BATXP, qui sont stockés dans Capac. Donc ça c'est une première partie, on a défini comme ça l'ensemble de paquets qu'on voulait utiliser. Et enfin, ligne 7, on va juste appeler mkshell, donc make shell, qui va faire un shell dans lequel on aura accès à ces différents paquets. Donc c'est ce qui est fait ligne 9, on dit que les entrées du shell, ça va être ces paquets-là. Donc grâce à ça, on va pouvoir se mettre juste après, dans l'exemple de la slide d'après, voir comment entrer dans un environnement qui contient ces paquets. Mais quelque chose qui est assez avantageux avec Nix avec ça, c'est qu'on a toute l'information qu'on veut pour définir des environnements. On peut définir aussi d'autres types d'environnements. Typiquement, si on veut faire un conteneur Docker avec les mêmes informations, c'est ce qui fait ligne 11. On se rend compte que on a quasiment les mêmes informations que pour le make shell, sauf qu'on a appelé une autre fonction Nix, qui est dockertools.buildImage. BuildImage va générer un conteneur Docker en une seule couche qui va contenir tous les paquets qu'on veut. Il existe aussi d'autres fonctions Nix qui permettent de gérer quels paquets vont être mis à quelle couche du conteneur. Donc c'est quelque chose qui est très pratique, je m'en sers automatiquement lorsque je fais un nouveau commit de BATSIM, on crée un conteneur Docker pour les utilisateurs. Et en fait, on a une couche qui contient toutes les dépendances, qui bouge très peu, mais par contre, on a une autre couche qui contient juste l'exécutable BATSIM, ce qui fait que quand on compile une nouvelle version de BATSIM, les utilisateurs vont juste avoir besoin de télécharger la nouvelle couche, qui est juste de l'ordre de quelques kilooctets. Donc quelque chose de très puissant à utiliser. Ok, donc on a vu à quoi ressemblait du code Nix, je vais m'arrêter là pour les exemples de code Nix, et on va passer à comment est-ce qu'on va interagir avec Nix pour construire des paquets, et comment est-ce qu'on va gérer des environnements avec ça. Donc là j'ai mis un screenshot de quelques opérations faites en terminal, qui montrent les manières principales d'interagir avec Nix. Donc on suppose qu'on vient d'installer Nix, et qu'on a récupéré une expression Nix qui contient certains paquets. Donc là, c'est l'expression de Capac, donc ce dont je parlais tout à l'heure, c'est un ensemble de paquets sur lesquels on travaille dans Datamove. Donc en première ligne, là, j'appelle la fonction le programme NixBuild, qui, comme son nom l'indique, va permettre de construire un paquet. Donc dans Capac, il y a un paquet et un attribut qui s'appelle BATSIMmaster, qui correspond à la branche master du code du dépôt Git de BATSIM. Il va construire BATSIM en se servant de cette version-là. Et en tapant ça, il va construire le paquet BATSIM. Là, on voit que Nix en réponse a juste affiché un chemin. Et ça veut dire qu'il a déjà compilé le paquet, il n'a pas besoin de le recompiler. Et il m'affiche où est-ce qu'il est stocké dans le store. En plus de ça, Nix va générer un lien symbolique dans mon répertoire local, qui s'appelle result, qui va pointer vers le chemin qu'il vient de m'afficher. Donc si on regarde ce qu'il y a dans result, on se rend compte qu'il y a un autre répertoire qui s'appelle bin, et BATSIM à l'intérieur. Donc on peut appeler BATSIM comme ça, en faisant sur la ligne d'après ./result/bin/BATSIM, et lui donner les options qu'on a envie. Ici, je lui ai juste demandé de m'afficher la version de BATSIM, donc il me l'affiche juste en dessous, avec quelques méta-informations en plus. Et ce qui est puissant avec ça, c'est que je vous rappelle qu'on vient d'installer Nix, on n'a absolument rien installé d'autre sur d'autres machines, on a juste récupéré un fichier qui définit des expressions Nix, et grâce à ça, on peut lancer BATSIM alors qu'on n'a installé aucune des dépendances. Donc c'est quelque chose d'assez puissant pour les utilisateurs. Donc ça, c'était un exemple d'utilisation de NixBuild qui permet de construire un paquet. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on gère des environnements, donc avec NixShell. Donc tout d'abord, dans l'environnement courant que j'ai, donc un environnement qui n'est pas en Nix, je peux regarder si j'ai accès à certains programmes ou non. C'est ce que fait la commande which, qui va me dire si j'ai accès à Maison, Ninja et BATSIM. Donc pour ça, elle va regarder dans les variables d'environnement path et regarder si j'ai des choses ou pas. Et là, elle me dit que non, il a trouvé aucun des trois programmes. Donc, ce que je vais faire juste après, c'est que je vais changer d'environnement. Je vais me mettre dans l'environnement de construction de BATSIM. Donc ça se fait avec NixShell, -a BATSIMmaster, qui lorsqu'on lui donne ce paramètre-là, qui est une dérivation, donc
quelque chose qui construit un paquet, il va nous mettre dans l'environnement de construction du paquet, pas dans quelque chose qui s'en sert. Donc je donne un dernier paramètre à Nixshell qui est une commande à exécuter à l'intérieur de l'environnement. Donc ça peut être fait avec des commandes interactives ou non. Ici je dis juste que j'ai envie de me servir de ZSH. Par défaut il va lancer bash, mais là j'ai envie de me servir d'un autre shell, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Et quelque chose de très puissant avec commande, c'est qu'on peut aussi donc lui donner quelque chose de non interactif pour automatiser l'exécution d'un processus à l'intérieur d'un environnement. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire ça. Donc dans ce cas-là, j'ai juste lancé ZSH, donc ça me crée un nouveau shell. Donc ce shell, il est en ZSH, j'étais déjà en ZSH, mais c'est quand même un autre shell qui a d'autres variables d'environnement. Et quand je regarde si j'ai accès ou non à Maison, Ninja et Batsim, il me dit que Maison et Ninja sont bien là, ils sont dans le store. Par contre, Batsim n'est pas trouvé, et ben c'est normal, c'est vu que là on est dans un environnement pour construire Batsim. Alors je n'en ai pas mis d'exemple ici, mais vous pouvez aussi faire un X-shell à l'intérieur d'un attribut qui définit un shell, donc avec la fonction makeShell qu'on a vu tout à l'heure en X. Donc si vous faites ça, vous allez mettre dans un shell où vous pourriez directement appeler les paquets définis à l'intérieur du shell. Donc j'en ai fini pour les exemples d'utilisation de Nix et de code Nix, et maintenant je voudrais passer à une petite analyse critique sur Nix lui-même. Donc je vais regarder quelles sont les forces et les faiblesses de Nix à mon humble avis. Donc une première chose qui est puissante en Nix et dont je me suis vraiment rendu compte de la force la semaine dernière quand Christophe nous a présenté SPAC, c'est que Nix vous fait en sorte vraiment que vous fassiez des paquets propres, de telle sorte qu'une fois que vous avez réussi à faire marcher un paquet en local, vous avez toutes les chances que ce paquet-là marche directement sur d'autres machines. On a eu par exemple des histoires à succès assez fortes avec ça. On avait fait des paquets pour SimGrid et pour Batsim. Et on a un nouvel utilisateur qui arrive sous une autre architecture, donc il voulait faire du ARM, et on s'est rendu compte que nos paquets marchaient aussi sous ARM, alors qu'on n'avait rien fait pour de manière spécifique. C'est quelque chose d'assez pratique avec Nix là-dessus. Un autre truc que j'aime aussi avec Nix, c'est qu'en général, un paquet Nix est assez dense en information, vous avez très peu de bruit dans le code Nix lui-même. Il n'y a pas trop d'informations inutiles à l'intérieur de ça. Donc c'est quelque chose qui est assez efficace à faire une fois qu'on connaît le langage Nix. Quelque chose d'aussi puissant, donc c'est Nixshell, donc j'en ai pas parlé tant que ça ici, mais Nixshell est extrêmement puissant. Si vous avez déjà travaillé avec Virtualenv en Python, c'est le même principe, mais en multilangage. Donc Virtualenv, c'est je vais pouvoir créer un environnement temporaire dans lequel je vais pouvoir installer des paquets Python, m'en servir et tout ça. Et dès que je vais sortir de cet environnement-là, j'aurai plus accès au paquet. Donc Nixshell, c'est exactement la même chose. Il va changer votre variable d'environnement pour avoir accès ou non à certains paquets. Sauf que là, contrairement à Virtualenv, vous êtes coincé dès que vous sortez de Python. Là, ça marche pour tous les langages. Et pas juste ça marche pour C ou pour Python, ça va marcher pour C et Python en même temps. Donc si vous avez des dépendances interlangages, Nixshell va pouvoir les gérer. Quelque chose d'autre, donc c'est que, comme on l'a vu dans l'exemple, si vous voulez faire des conteneurs de Docker ou d'autres types de conteneurs, se servir de Nix pour ça est sûrement une bonne idée, car ça permet de faire de l'évolution très puissante de vos paquets. Genre changer juste une variation, c'est trivial en Nix, comme on l'a vu tout à l'heure. Et si vous voulez aussi faire en sorte que vos paquets ne soient pas trop, enfin vos conteneurs ne soient pas énormes, Nix va les générer de taille minimale. Une petite histoire, bon, pour Batsim on avait fait plusieurs générations de conteneurs. Au début on l'a fait avec des Dockerfiles, ça prenait 1,5 Go. Ensuite on est passé à d'autres technologies qui faisaient des Dockerfiles mais en les compressant avec différentes technologies, et on a réduit les tailles mais ça restait quand même relativement gros, de l'ordre de centaines de mégaoctets. Puis on est passé à Nix et on a directement eu un conteneur d'une trentaine de mégaoctets. On a pu, grâce à Nix ensuite, regarder un graphe précis des dépendances entre les différents paquets pour savoir pourquoi c'était aussi gros. Et on a pu voir que notre paquet SimGrid contenait pas mal de dépendances inutiles, donc Perl et Python notamment. On a réussi on a fait une variation de SimGrid pour qu'il n'ait plus besoin de Perl et de Python. Et grâce à ça, aujourd'hui, on a un conteneur de Batsim qui fait que quelques dizaines de mégaoctets. Donc il doit en faire 17, je crois, aujourd'hui. Et enfin, donc, un dernier point positif pour Nix pour moi, c'est ce côté de gestion distribuée des expressions Nix elles-mêmes. Un gros frein d'utilisation des autres gestionnaires de paquets pour le travail quotidien, c'est que vous êtes souvent obligé de passer par un dépôt centralisé. Et vous n'avez pas envie, alors que vous êtes en train de faire un nouveau projet sur votre machine, d'être obligé de mettre
une définition de ce paquet-là accessible à tous sur un gros projet. Donc, ce que vous pouvez faire en Nix, c'est que vous pouvez localement, sur votre propre machine, créer une expression Nix et être le seul à travailler dessus. Et une fois que vous en êtes content, vous pouvez la mettre sur le dépôt Git de votre projet. Comme ça, vous pourrez vous en servir au cours du temps, le faire évoluer. Et en plus de ça, les autres développeurs pourront en servir de la même expression. C'est ce qu'on utilise pour partager l'environnement entre tous les développeurs et aussi les machines de test. Donc vous pouvez aussi en plus passer à l'étape du dessus. Si jamais vous travaillez sur plusieurs projets en même temps, avec peut-être des dépendances partagées ou des choses comme ça, vous n'avez pas envie d'avoir de la redondance d'informations, de redéfinir des paquets à différents endroits. Et pour ça, vous pouvez faire comme on a fait pour Kpack, où on a un ensemble de paquets définis au même endroit. Et dans chacun des dépôts qui s'en servent, redéfinir juste des variations de version si on a besoin, mais pas redéfinir comment construire les paquets eux-mêmes. Donc ça permet d'avoir une certaine agilité sur la manière dont vous allez pouvoir définir vos paquets là-dessus. Et enfin, vous pouvez donc faire comme pour les autres gestionnaires de version. Si vous trouvez que votre paquet marche super bien, il est bien optimisé, la version Nix est sympa, vous avez juste à faire une pull request sur Nix Packages pour que votre paquet devienne accessible à tous dans le paquet standard Nix. Sans que vous n'êtes même pas obligé de faire ça, car vous pouvez installer et utiliser des expressions Nix qui sont définies n'importe où. Donc vous n'êtes même pas obligé de le mettre sur le dépôt standard pour que tout le monde puisse se servir de votre paquet. Donc maintenant, on va regarder les faiblesses de Nix par rapport à ses concurrents. Donc la première faiblesse à laquelle je pense en Nix, et qui m'a un peu gêné quand j'ai commencé avec, c'était le côté contaminant de Nix. Donc Nix vous force à faire des choses propres, et pour ça, il va dire ce que je génère en Nix est propre, donc on a le droit de faire que du Nix. Donc ça veut dire que quand on veut faire un nouveau paquet Nix, toutes les dépendances de ce paquet-là doivent être aussi en Nix. Donc c'est pas forcément gênant parce qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de paquets dans Nix Packages. Mais c'est quelque chose, dans certains cas, qui peut être gênant. Typiquement, si votre dépendance n'existe pas, donc si vous avez l'habitude de faire du Nix, ça va très vite de faire un paquet, donc c'est pas trop grave, mais si vous venez d'arriver, c'est un peu gênant. La même chose si vous faites du HPC sur un supercalculateur. Les administrateurs de la plateforme ont fait une version d'MPI bien configurée pour la machine en question. Et si jamais la configuration n'est pas dans un fichier à part, mais elle est dans un fichier compilé, vous servir de ce fichier compilé là dans vos expressions Nix ne sera pas vraiment possible parce qu'elles sont en dehors du store Nix. Bon, après vous pouvez quand même toujours faire des hacks. Typiquement, vous pouvez dire que vous pouvez prendre un paquet qui a déjà été compilé et le considérer comme une entrée. Nix va vous laisser le faire, même si c'est pas extrêmement reproductible. Vous pouvez toujours faire des hacks en Nix. Un autre truc qui est assez dur en Nix, je le sens plus trop aujourd'hui parce que ça fait des années que j'en fais, mais au début c'était compliqué, c'est la courbe d'apprentissage de Nix lui-même. Donc on s'y est mis il y a 3-4 ans, je dirais. Donc on était plusieurs à s'être mis en même temps, et Valentin avait fait un peu avant nous, et on s'est servi un peu de lui pour aller plus vite. Mais c'était assez rude. C'était assez rude parce que la documentation de comment commencer en X n'était pas vraiment là. On avait de la documentation avancée sur comment ça marchait en profondeur, et on avait aussi des papiers de recherche et puis des thèses pour voir du détail, mais ce niveau de documentation était pas top, mais il y a eu énormément d'efforts là-dessus aujourd'hui, donc je pense que c'est plus simple. Sachant qu'en plus aujourd'hui on est plusieurs à s'en servir dans l'équipe, donc c'est assez facile de demander des conseils à des gens plus expérimentés pour aller plus vite là-dessus. Un truc qui me gêne en plus dans Nix, c'est ce côté implicite lorsqu'on construit des paquets. Donc je l'ai montré tout à l'heure, quand on crée un paquet, on n'a pas besoin de dire explicitement comment le paquet doit être construit. Il le fait grâce aux entrées du paquet, ou grâce à la fonction qui crée la dérivation. Donc là, je n'en ai montré qu'une seule, mais en Python, par exemple, il va créer d'autres phases parce que c'est pas la même fonction qui crée la dérivation. Et ce côté magique-là est pas forcément terrible, car si l'utilisateur ne comprend pas ce qui se passe derrière tout ça, il risque de ne pas comprendre tout ça, et donc de ne pas réussir à bien modifier le paquet et de faire des erreurs. Typiquement, Geeks, qui est une autre implémentation de Nix, mais en servant d'un autre langage de programmation, a évité ce problème-là, et la plupart des comportements sont explicites. Et je pense que c'est une meilleure manière pour éviter des erreurs à ce niveau-là. Mais ce côté-là, c'est aussi c'est à cause du côté, donc le deuxième avantage dont je parlais tout à l'heure, qui est que le fait que l'information en X soit extrêmement dense, qu'il n'y ait pas de boilerplate, c'est aussi à cause de ça qu'on a des comportements implicites. Donc c'est un compromis qui a été choisi à cet endroit-là. Donc une autre chose que j'ai vue, parce que ça fait plusieurs fois que j'ai fait l'Unix et j'ai pu en faire dans plusieurs équipes, et j'ai vu un frein à l'adoption de Unix
de pas mal de personnes, qui je pense est lié principalement au changement d'habitude de travail que ça peut induire. Donc, si vous faites du Nix juste pour faire un paquet afin de le transmettre à des utilisateurs, donc là, ça va absolument rien changer à vos habitudes. Que vous fassiez un paquet pour Arch Linux ou pour Nix, ça va pas changer grand-chose à ce que vous faites au quotidien. Par contre, si vous décidez de vous servir de Nix pour gérer les dépendances de votre projet, typiquement pour introduire toute une matrice de combinaison de dépendances pour être sûr que votre paquet marche sur tous les systèmes existants, etc., ça va vous forcer à changer vos habitudes de travail. Typiquement, vous serez obligé de travailler dans des environnements isolés. On peut toujours faire des hacks, mais globalement, ça va vous forcer à faire des environnements plus propres et mieux définis. Et je pense que c'est une bonne chose pour le projet et pour vous au final, car ça va vous permettre de plus facilement jongler entre différents environnements du projet. Mais par contre, ça induit des changements d'habitude de travail assez forts, et donc ça peut être compliqué à mettre en place quand on a déjà l'habitude de travailler autrement. Donc le dernier point que j'ai abordé, c'est sur le langage Nix lui-même. Donc ça s'est pas vu dans les exemples, parce que j'ai fait que des exemples extrêmement simples de Nix. Les fonctions étaient complètement totales, on va dire qu'elles allaient finir dans un temps fini, c'était sûr. Mais le langage Nix lui-même est Turing complet, donc vous pouvez calculer tout un tas de choses avec. Et on peut se dire que la Turing complétude c'est super, vous allez pouvoir faire plein de calculs avec Nix. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de ça pour définir des paquets? Moi je pense que non. Parce qu'il faut bien voir que être Turing complet, ça veut dire que vous êtes soumis au problème de l'arrêt. Donc vous ne pouvez pas être sûr que évaluer une expression va finir. Et vous ne pouvez pas non plus calculer quoi que ce soit d'intéressant, donc j'entends par là des propriétés sémantiques du programme, sur un code Turing complet, donc c'est le théorème de Rice. Et du coup, c'est assez discutable de l'intérêt d'avoir choisi un langage Turing complet à cet endroit-là. Et je sais que les concepteurs de Nix réfléchissent à utiliser un autre langage qui n'est pas Turing complet pour avoir de meilleures propriétés, pour que les paquets soient plus robustes. Donc il faut quand même voir que Nix fait en sorte de vous faciliter la vie pour que vous fassiez pas de code en Nix, ou très peu de code en Nix. Donc vous avez peu de chances de tomber dans des cas où vous allez créer du code qui est indéterministe ou qui ne va pas terminer. Sachant que c'est souvent pire chez les concurrents. Donc par exemple, Geeks qui réimplémente Nix mais en se servant d'un dialecte de Lisp, vous allez être plus tenté de faire des fonctions en Lisp, et ces fonctions-là sont Turing complètes aussi, donc vous pouvez faire des choses indéterministes ou des choses qui ne terminent pas. Et Spack, je pense que c'est encore pire car ça utilise Python. Et Python est assez agréable à utiliser et pratique. Vous allez être invité à faire beaucoup de code en Python, et c'est là encore une fois l'invitation à faire du code qui peut avoir des erreurs. J'en ai fini pour ma critique personnelle de Nix, et je vais maintenant passer à la conclusion de cette présentation. Donc, si je devais résumer ce que fait Nix sur ce qu'on a vu, donc Nix est un outil qui permet de définir des paquets. Donc ces paquets vont être purs, facilement partageables à tout le monde. Et pour ça, Nix se sert d'un mécanisme qui vous force à construire vos paquets dans une prison, dans une sandbox, sur laquelle vous allez avoir un accès très limité aux ressources. Donc c'est contraignant, mais ça vous permet d'avoir des paquets plus pratiques et plus puissants. Et un autre truc de Nix, c'est qu'il vous permet de contrôler, de définir et d'isoler des environnements. Donc c'est quelque chose qui peut être utilisé au quotidien pour, par exemple, remplacer l'utilisation de techno-conteneurs comme Docker, mais de manière plus légère. Donc ce que je pense aujourd'hui de Nix pour des gens qui travaillent sur des logiciels ou qui sont intéressés par ou proches de problématiques de recherche reproductible, c'est que Nix est assez compliqué à apprendre, mais que ça vaut le coup, car si vous voulez être sûr que votre code marchera encore dans quelques années, ou que vous avez des projets complexes avec tout un tas de dépendances, ou alors des dépendances complexes, ou un graphe de dépendance où vous avez plein de contraintes sur telle version ne peut pas être marchée avec celle-ci, et tout un tas de bazar à gérer à ce niveau-là. La puissance de Nix va vous aider énormément pour gérer ce genre de choses. Si vous êtes concerné par aucun de ces deux problèmes, si vous voulez juste faire du code sans avoir forcément envie qu'il continue de marcher dans longtemps, ou alors que c'est un code très simple avec aucune dépendance, les avantages de Nix vont moins vous paraître évidents dans ces cas-là.
Donc voilà, donc je vais ensuite donner quelques ressources en plus pour aller plus loin dans Nix. Donc tout d'abord, le site officiel de Nix contient la doc habituelle à laquelle on s'attend. Donc comment installer Nix, comment prendre en main Nix. Et c'est ça qui a été mis à jour récemment avec pas mal de vidéos, notamment sur la puissance de Nix, avec des vidéos d'explication là-dessus. Quelque chose d'autre, donc si vous voulez comprendre vraiment en détail comment marche Nix, ce qui peut être utile pour vraiment comprendre ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle les Nix Pills. Donc ce sont toute une suite de tutoriels qui vont se focaliser à chaque fois en détail sur une partie de Nix, par exemple comment marche la notion de dérivation, comment est-ce que ça marche en pratique derrière. Et Nix va vous montrer un peu pas à pas comment est-ce qu'on construit une dérivation. Et c'est quelque chose de très pédagogique, mais qui est quand même assez dur d'accès, je trouve, mais qui est vraiment intéressant. En chose plus simple, en entrée en matière, on a fait avec Adrien il y a quelques années un tutoriel sur l'utilisation de Nix pour faire des expériences reproductibles. Donc ça c'est quelque chose qui est accessible en ligne, qui va vous permettre de montrer comment, à partir d'un petit programme que vous avez, comment le packager en X, comment vous assurer de bien piner, c'est-à-dire de bien forcer et verrouiller la version que vous allez utiliser pour votre expérience et faire en sorte que cette numéro de version soit traçable pour vous en sortir dans la suite pour contrôler votre expérience et faire évoluer votre expérience au cours du temps. Bon, c'en est fini pour cette vidéo, donc merci de votre attention. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par autre canal si vous avez des remarques, des questions, je serai ravi de les entendre.